Bonjour à toutes et à tous, merci d'être là, c'est l'heure après repas. Donc voilà, on vous a mis une petite image de digestion. Alors qu'est-ce que c'est que cette image? C'est mes camarades de The Walking Web. The Walking Web, c'est un podcast sur le design, sur le web, qui a lieu, on essaye de faire ça une fois par mois. Bon, des fois, on a un peu plus de mal à le faire une fois par mois. Moi, je me présente, je m'appelle Geoffrey Dorn, je suis designer. On a avec nous Jean-Philippe Cabaroc, Francis Chouquet, Tony Legrand et en invité exclusif aujourd'hui, Romain Rouillère, qui sera avec nous. On va lui poser des questions parce que Romain, justement, il a un profil très intéressant. Il est conicien. Il est également président de la Fresco. C'est la Fédération française des étudiants et jeunes actifs en sciences de la cognition. Donc on va parler cerveau, on va parler design, on va parler usage aussi, comment est-ce qu'on exploite ces données du cerveau pour faire des interfaces, etc. Et puis on va essayer d'aborder la question de l'humain au cœur du design et comment est-ce qu'on peut imaginer peut-être dans le futur, et ça on en parlera ensemble, les références visuelles, les références interactives que l'on connaît aujourd'hui, mais dans quelques années. Voilà. Et donc, moi, je voulais vous proposer de commencer rapidement sur T'as même pas présenté notre podcast? Bah si, The Walking Web, je viens de le dire. Voilà, mais on a 23 épisodes, il faut aller les voir 23 sur le net. épisodes, thewalkingweb.fr. Et puis, ouais, tous les épisodes sont en ligne sur YouTube, sur SoundCloud, sur smartphone, tout ça, quoi. Merci. Je t'en prie, Tony. S'il te plaît, maintenant, si tu pouvais passer à la slide suivante, ça me ferait très plaisir. Je peux le faire. On s'adore. Qu'est-ce que c'est que cette slide? Ah, voilà. Donc, ça, c'est pour montrer un petit peu... Alors, peut-être, Romain, tu peux te présenter... Ah oui, tu as ton micro. Rapidement, par rapport à ce que tu fais, nous, on a trouvé intéressant d'inviter quelqu'un qui travaille avec le design, mais qui a un regard extérieur et qui, justement, aborde la question du design, mais avec un regard scientifique, un regard de chercheur, un regard... voilà, on voit ici des objets, tu nous en parleras tout à l'heure, sur le cerveau. Raconte-nous un petit peu ce que tu fais et puis ton parcours, éventuellement. Alors, bonjour à tous, merci pour l'introduction, Geoffrey. Donc, pour revenir sur mon parcours... Donc moi, j'ai fait des études en sciences cognitives, donc j'ai plus particulièrement sur l'analyse du comportement et les interfaces homme-machine. Et en ce moment, je suis ergonome, on peut dire aussi UX designer, qui est un peu le petit terme tendance dans le web actuellement. Donc je travaille pour Smile, qui est une société leader de l'open source. Et en parallèle de ces travaux, donc qui me permettent d'acquérir un certain nombre de compétences, d'habitudes, de bonnes pratiques, des utilisations du web de manière générale, je développe ce que j'ai appelé le CogLab pour Cognitive Lab. Donc c'est un petit peu l'idée de s'imprégner de toute la culture alternative, la culture de hackerspace, maker, do-it-yourself, dans le monde des sciences cognitives. Donc je propose d'explorer et de mettre plus en lumière les sciences cognitives à travers toutes ces cultures. Et le CogLab est installé à la Paillasse. Exactement. À Paris. Donc, si vous passez à la Paillasse, vous pourrez retrouver le CogLab et les projets qui s'y créent. Oui, tu peux peut-être l'introduire, ça d'ailleurs, la Paillasse. Qu'est-ce que la Paillasse? Il y a énormément de choses intéressantes. Alors, la Paillasse, c'est à la base un biohackerspace. Aujourd'hui, c'est devenu un hackerspace de manière très générale, où il y a toute une panoplie de labs. Donc, des labs, c'est des thématiques, en gros, comme le CogLab. On a d'autres thématiques sur la biologie, sur les drones, sur les jeux augmentés, sur des cocons d'isolation sensorielle. Il y a tout un tas de labs et de startups qui sont en train de fleurir. Et c'est vraiment l'idée d'avoir une communauté, d'avoir toute une culture interdisciplinaire, pluridisciplinaire, où n'importe qui peut venir à la Paillasse et travailler sur des projets sur leur temps libre ou même des projets de startups pour bénéficier de l'écosystème et de la culture un peu maker et do-it-yourself. Donc c'est un lieu ouvert et les gens peuvent venir pour un laboratoire visiter, communautaire. Exactement. Est-ce qu'on peut dire que c'est un peu le futur du design, ça, que les designers d'aujourd'hui doivent vraiment s'intéresser à ces sujets pour prévoir un petit peu les prochains métiers qui les concernent? Tout à fait. En fait, on voit que les frontières du marché du travail sont en train d'évoluer de manière très intéressante, où beaucoup de gens se mettent en freelance, surtout dans le monde du design. Et là, beaucoup de designers viennent dans ce type d'endroit pour avoir des projets où ils peuvent travailler avec des entrepreneurs, des développeurs, des cogniticiens, des ergonomes, enfin tout type de profil, ou même des ingénieurs de tous horizons. Et du coup, ils ont une culture et des projets qui sont plus riches, et ils vont beaucoup plus loin aussi dans les approches qu'on peut voir dans les métiers ou les interactions de demain. Et ça, on en reparlera juste après, justement. Et pour illustrer un petit peu le début du propos, je voulais présenter quelques projets. Donc Tony, tu pouvais nous montrer. Alors, on a un premier projet. Tony, si tu veux en parler.
Hippo, une queue reliée à votre cerveau. Alors justement, on a Le titre retracé. est un petit peu spécifique. Tout à fait, mais Et c'était c'est pour. un titre d'un article de ton blog. Hein. Merci Je préfère Tony, le préciser merci que c'est pas Tony, moi tout à qui l'ai fait. créé. Vous pouvez retrouver l'intégralité de l'article sur graphisme.fr. Alors qu'est-ce que c'est que ce projet? Alors, Alors, je c'est un pense que projet. normalement, si. Tu peux lancer la vidéo, Je ouais. peux lancer la vidéo. Je pense C'est un projet qui a quelques années maintenant, vous l'avez peut-être vu. C'est tout simplement un casque EG. Ah, T'as prévu ça. c'est très, très Je vais bon. peut-être couper le son. La publicité. Hein. Ah non, mais là, c'est Voilà. extrêmement chiant. Ah bah là, c'est du live et rien on a. faire. Voilà, c'est le YouTube. Bah, continue, vas-y, explique-nous. Donc le principe de ce projet, on s'excuse, c'est un casque EEG qu'on met sur la tête et qui est relié à un objet. Alors vous voyez, c'est un projet un peu barré, c'est japonais, on est sur du second degré aussi. Et l'idée, c'est de pouvoir faire remuer une petite queue derrière soi en fonction des impulsions qui ont lieu dans le cerveau. Voilà, c'est complètement farfelu. Et en même temps, ça existe. Des gens ont travaillé dessus, ils ont codé ça, ils ont fait des tests, ils ont fait des prototypes, ils ont fait des scénarios d'usage. Donc voilà, quand on parle de futur du design par C'est ça rapport que vous faites C'est à la exactement ça. Il y a aussi les Japonais qui ont la variante avec les oreilles de chat qui s'allument et qui s'agitent en fonction de leurs émotions Je également. crois que ça s'appelle Neki Meko ou quelque chose comme ça. Alors un autre projet, Tony, si tu peux nous montrer, en espérant qu'on ne retombe pas sur une pub tartare. Donc ça s'appelle Ouais, Hippo. Un autre projet qui est assez amusant aussi, là, c'est pour découvrir la musique de son cerveau. Donc tu peux nous lancer la Je vidéo vous lance la également. nouvelle pub. On croise les doigts. Voilà. Alors l'idée, c'est de pouvoir se dire que toujours avec cette notion de casque, on va pouvoir entendre et écouter ce qui se passe dans le cerveau en termes d'impulsion électrique, et donc de pouvoir écouter son propre cerveau sous forme musicale. Donc on va essayer ensuite d'influencer la musique qu'on entend en fonction de ses pensées. Donc imaginez, vous entendez quelque chose. En fait, ce quelque chose, c'est votre cerveau, c'est vous, c'est votre corps. Et vous allez essayer de penser différemment, influencer pour entendre des mélodies différentes, des sons différents, etc. Donc ça, pareil, en termes de travail, je trouve ça assez passionnant. Et puis, bon, cette vidéo n'est pas toute jeune, je crois que ça date de quelques années maintenant. Tu peux enchaîner avec l'autre projet, hein, on comprend le principe. Également, dans les autres projets, un peu moins ésotériques, un peu moins folkloriques, c'est l'approche, on va dire, utilisateur sur les interfaces mobiles, tablettes, écrans en général, et l'approche cognitive. Comment est-ce qu'on travaille avec des chercheurs en sciences cognitives, également des neurochirurgiens aussi parfois, pour pouvoir adresser la question de l'interface, pour qu'on ait la sensation que ça va plus vite, qu'on ait la sensation que c'est plus fluide, qu'on ait la sensation que ça bouge. Et Tony hier parlait dans sa conférence de design émotionnel. On essaye justement de traduire des comportements par le mouvement notamment pour induire des expériences ou une sensation d'expérience particulière à l'utilisateur. Donc ça fait partie aussi, il y a beaucoup d'études maintenant qui commencent à être faites et il y a beaucoup de métiers qui sont de métiers de recherche, de métiers scientifiques, notamment sur les sciences du cerveau, qui sont exploités et utilisés par ce travail d'interface. Oui, juste par rapport à ça, le design émotionnel, je ne sais pas si vous vous intéressez à tout ça, mais ce qui est vachement intéressant dans l'approche, c'est qu'on s'est aperçu, tous les gens qui travaillent sur tout ce qui touche au cognitif et au cerveau, que simplement quand il se passe quelque chose émotionnel, que vous êtes ému par... je prenais le cas, tu parlais de ma conférence hier, où je prenais le cas des applications, quand vous enlevez vous essayez de supprimer une application de votre iPhone, vous savez, il y a les applications qui tremblent. Donc on a l'impression qu'elles nous disent « Non, surtout, ne me supprime pas, surtout pas ». Bon, ça c'est tout bête, mais ils auraient pu simplement mettre un petit bouton « supprimer ». Et puis voilà, il ne se passait rien. Et ce petit truc-là fait que moi je vais m'en rappeler. Dans le cerveau, j'ai l'émotion à marquer quelque chose chez moi qui fait que je vais me souvenir de cet événement qui est pourtant complètement basique, qui est simplement de supprimer une application. Donc on voit bien la relation entre le design et le cerveau qui va sauvegarder un petit peu ce truc-là. Et donc pour continuer, tu peux passer à la slide suivante, pour continuer justement cette approche-là, on a également le côté aussi esthétique de l'imagerie cérébrale qui a fait des progrès énormes ces 15 dernières années avec tous les IRM, etc. Là, c'est le groupe Muse qui avait réalisé, je ne sais plus si c'était il y a quelques années aussi, sa pochette d'album avec une représentation du cerveau. Donc là aussi, on est sur de l'imagerie qui va plonger les gens dans un imaginaire, dans une culture, dans des codes, dans une esthétique, mais qui est organique en l'occurrence. Francis, oui. J'avais une petite question. Quels sont les pays qui sont à la pointe dans ce genre de technologie? Parce qu'on voit la queue japonaise, là, où c'est des idées qui correspondent très bien à leur culture.
Je ne sais pas si nous, on aurait l'idée de faire ce genre de choses. Pas la même chose, je pense. Mais par ici, Romain, mais est-ce que des pays comme le Japon est en avance ou, enfin, quels sont les pays qui actuellement sont précurseurs et pionniers dans ce domaine? Alors, il y a beaucoup de pays qui travaillent sur ces problématiques et il y a un peu de dynamique. Il y a des gros instituts de recherche en neurosciences. Typiquement, il y en a aux Pays-Bas, il y en a en Europe avec tout ce qui est Human Brain Project. Aux États-Unis, on a le projet similaire. Donc là, il y a des gros laboratoires de neurosciences qui travaillent sur des problématiques très précises et vraiment des maladies neurodégénératives, l'apprentissage des enfants, etc. Et après, plus ce qu'on trouve plutôt du gadget ou qui ont vocation à mettre de l'émotion, comme on peut le voir sur les Japonais. Là, en fait, c'est plus des startups, mais c'est pareil, il y en a partout dans le monde, en fait. Il y en a même plein en France et à Paris qui travaillent sur ces problématiques, d'avoir plutôt des casques, comme on trouve un peu comme ici. Donc là, c'est des casques qui sont accessibles au grand public et qui permettent d'avoir des données en temps réel qui ont déjà des premiers résultats qu'on peut déjà exploiter. Tony, est-ce que tu veux porter le casque pour qu'on écoute ton cerveau? Non, c'est bon. Non, mais là, ça marche pas. Donc, Ça ne marchera pas. Alors, en termes de laboratoire aussi, si ça vous intéresse, il y a le Karolinska Institute qui est en Suède, pardon, à Stockholm, qui est un laboratoire là-dessus qui est à la pointe, notamment sur les questions des sciences cognitives, ou aussi l'Institut Max Planck en Allemagne, où justement ils adressent énormément la question de la recherche sur les sciences du cerveau en général. À Paris, on a le CEA avec Neurospin. Tout à fait, avec Neurospin. Ouais. Donc on est bien lotis en Europe. Après, en termes de projets, en effet, il y a beaucoup de startups qui sont un peu partout dans le monde, notamment avec la démocratisation de cet outil-là. Mais il y a une dimension culturelle aussi qui doit sûrement intervenir, et que les types de projets faits ou financés par ces startups dans certains pays doivent être différents. Parce que là, justement, ce qu'on montrait du Japon, enfin, comme je disais, culturellement, ça correspond bien à ce qu'ils ont envie de faire, mais que les types de projets sont peut-être différents par chez nous. Ouais. Enfin, l'impact culturel par rapport à ce qu'on a envie de faire et de démontrer à travers ces technologies doit être différent selon le pays ou la culture, quoi. Ouais, tout à fait. D'ailleurs, je crois qu'après, on a justement d'autres exemples. Ça, c'est un projet américain, je crois, je crois qu'il y a une vidéo derrière l'image également, où là, c'est la combinaison ultime entre des Google Glass et un casque EEG, où tout à coup, on va pouvoir écouter, entre guillemets, ce qui se passe dans le cerveau, et puis interagir aussi avec ce qui se passe dans un écran devant ses yeux. Donc, je ne sais pas si tu peux avancer un petit peu, parce que la vidéo est un peu longue, je crois. Mais tout à coup, on commence à avoir des mash-up en disant « Ok, on a des objets qui commencent à être accessibles. Je n'ai pas encore vu de projet smartwatch, casque EEG, mais il doit y en avoir. Hein. Je pense que si ça n'existe pas encore, ça ne va pas tarder. Et puis, l'idée, c'est aussi de pouvoir, quand tu parles de culture, c'est d'intégrer ces éléments dans le quotidien, dans des métiers. On parlera tout à l'heure d'applications métiers de la réalité virtuelle ou des sciences du cerveau, notamment en lien avec le design. Donc là, ça c'est un exemple d'un projet. Alors, je crois qu'il a été financé à grand renfort de millions aux États-Unis pour pouvoir mélanger les deux. Et puis un autre projet, Tony, juste derrière, et après on pourra entendre toutes tes réactions d'ailleurs sur ces projets-là. C'était aussi ce projet-là. Alors peut-être que vous l'avez vu, c'est comment est-ce que le numérique, comment est-ce qu'on crée des liens, des passerelles très fortes entre le corps humain, parce que là, on ne va plus parler uniquement du cerveau, et également le numérique. Donc, on va avoir une publicité, j'ai l'impression, sur la vidéo. C'est un TED que vous avez peut-être vu. C'est de Greg Gage, qu'on a invité l'été dernier aussi au Coglab à la Paillasse. Donc, rien à voir avec le chocolat. Ça, c'est terrible. Hein, faudrait... Et donc, alors le TED, on va le passer parce je crois qu'il dure, je ne sais pas combien de temps. Mais Tony, tu peux nous mettre les moments clés pour l'expliquer simplement. Et Romain, tu pourras nous aiguiller. Pour nous expliquer simplement, la personne prend quelqu'un de la salle, la fait monter sur scène, lui pose des électrodes sur le bras, et puis arrive à écouter. Donc c'est myoélectrique, hein, c'est par rapport aux muscles, si je ne dis pas de bêtises. Donc la pression du bras, et donc d'écouter le signal qui est fait quand on serre la main, tout simplement. Donc ça, il arrive à écouter ça sur sa tablette. Et puis Tony, tu peux avancer on va dire quelques minutes après, où il propose à une deuxième personne de rejoindre sur scène. C'est bon, là, tu peux. Donc on va voir ça. Et donc tout à coup, il se retrouve à 3 sur scène. Donc lui au milieu avec sa tablette et son dispositif, la jeune femme avec son bras qui a des capteurs, et ce monsieur qui a également d'autres capteurs sur son bras.
Et tout à coup, alors je ne sais pas si on le voit très bien ici, il va demander à la jeune femme de faire le mouvement. Et quand elle va faire ce mouvement en vrai, eh ben, la personne qui est reliée également aux électrodes a son bras qui se contracte automatiquement, parce qu'il a une petite décharge électrique et sa main se contracte automatiquement. Vous allez voir, c'est très étrange, la personne ne maîtrise plus rien, parce qu'évidemment, ça passe par du courant, et c'est électrique et c'est automatique. Donc vous voyez qu'il allume son petit dispositif. Alors ça fait très bidouillage, je ne sais pas si c'est de l'Arduino qu'il y a dedans, etc. Et vous allez voir la main de la personne, donc quand elle fait ça, donc là pour l'instant il ne le branche pas, et quand tout à coup il branche le dispositif, voilà, donc là il branche sur le bras, c'est des électrodes, hein, c'est pas méchant, il n'y a pas de... Les cobayes n'ont pas été blessés pendant l'intervention, il détend bien sa main, il demande de se relaxer, et il lui demande de faire ça. Quand il va lui dire qu'il branche son dispositif, vous pourrez voir l'intégralité du thème, hein, c'est pas très très long. Et quand elle le fait, on va voir la main de la personne, il va monter un peu le volume, et puis tout à coup, il a sa main automatiquement qui commence à se plier. Moi, quand j'ai vu ça, j'ai trouvé ça hyper surprenant, hyper étrange, et pourtant c'est que électrique, hein, donc il n'y a pas de secret, il n'y a pas de mystère. Et après, il va se dire, bon, on va aller plus loin, maintenant que ça marche, juste avec la main de la personne, on va lui demander uniquement, donc là ils le font plusieurs fois, ils s'amusent, uniquement de ne plus faire le geste, mais simplement de penser au geste. Donc là, je ne sais pas si Tony, on le voit juste après, quoique non, on est à la fin de la vidéo, donc c'est bon. Et lui détends ton poignet et pense juste au geste que tu vas faire. Et voilà, et là, elle y pense. Et on voit la personne en face, juste par la pensée, qui se fait manipuler la main. Donc c'est assez, pour moi, en termes d'expérience et de pédagogie, c'est très simple, c'est très explicite, et c'est immédiat en termes de compréhension du projet. Et justement, Romain, pour parler de ce que tu nous as ramené sur scène, quand tu parles de pédagogie, tu as ramené ça aussi. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors ça, c'est des peluches en forme de neurones, en fait, donc, qui ont des systèmes de scratch sur les côtés qu'on peut connecter ensemble. On peut essayer de se connecter si vous voulez. Donc en fait, c'est pour faire des interventions pour expliquer le fonctionnement des neurosciences, tout simplement, auprès des enfants en école primaire ou en maternelle ou dans les hôpitaux ou même au grand public pendant par exemple la semaine du cerveau qui a lieu tous les ans ou des colloques un petit peu scientifiques ou grand public. Et, donc du coup, on peut expliquer avec des neurotransmetteurs, tout ce qui se met en place à chaque fois qu'il y a une interaction avec un neurone. On travaille même à avoir des fibres optiques qui vont remplacer un petit peu les pattes qu'on voit, qui vont montrer un peu l'interaction, parce qu'au final, c'est des interactions, des signaux électriques qui gravitent entre les peluches, enfin entre les neurones. Et du coup, ça va permettre aussi d'expliquer de manière un petit peu numérique ces interactions. On s'amusait à dire on va faire un arbre de Noël de réseau de neurones, ce qui peut être aussi intéressant. Est-ce que c'est toi qui les as fabriqués? Alors ça, c'est des collègues à moi qui sont au sein de la Fresco, qui ont leur propre projet qui s'appelle le Cogni Junior. Cogni Junior. Okay. Et tout, c'est du matériel qui est vraiment fait en open access, en accès libre pour tout le monde, que tout le monde peut dupliquer. Il y a aussi des comptes, il y a des puzzles, il y a beaucoup de matériel un peu scientifique qui permet aussi de se réapproprier cette science, de faire de la vulgarisation et de le faire de manière efficace, parce qu'il y a parfois on a des journalistes qui nous parlent de neurosciences, mais qui introduisent des biais ou des choses qui ne sont pas tout à fait vraies, et ça leur permet de mettre les choses en place et de le faire vraiment avec une démarche scientifique derrière. Alors justement, moi, c'est une des questions, c'est qu'en tant que designer, je ne suis pas du tout scientifique. Je fais un bac littéraire, par exemple. Donc, tous ces trucs-là, moi, c'est très abstrait à la base. Mais par contre, quand on voit vraiment des expériences utilisateurs, on parlera après de réalité augmentée, de réalité virtuelle, ce genre de choses. Là, on se rend compte qu'en tant que designer, là, il y a beaucoup de boulot à venir. Et est-ce qu'il y a des endroits, justement, où je peux apprendre un petit peu tout ça? Tout simplement, est-ce qu'il y a des écoles? Comment je peux avancer un petit peu dans tout ça? Est-ce qu'il y a des sites? Alors des écoles, si tu veux t'attaquer aux formations en sciences cognitives, tu peux le faire, mais du coup tu vas refaire toute la démarche d'un cursus master doctorant. Mais du coup, ce qu'on essaye de mettre en place avec le CogLab, c'est du coup de permettre d'interagir. N'importe qui peut venir interagir avec des neuroscientifiques. On a beaucoup de doctorants qui travaillent sur des interfaces cerveau-machine, par exemple.
et du coup qui vont nous expliquer à n'importe qui, des développeurs ou des designers, comment on fonctionne un petit peu le cerveau de manière simple, et on peut travailler ensemble de cette façon en fait. Ok, donc c'est vraiment de l'interaction et c'est comme ça qu'on va avancer. Et est-ce que justement vous êtes à la recherche, vous, de designers est-ce que c'est une demande, par exemple, que vous faites en fait? Quand il y a des gens qui viennent nous voir, en fait, je leur dis que par définition, tout le monde a des compétences, tout le monde a des passions ou des envies. Du coup, pour travailler sur un projet avec déjà une idée de projet en tête, ou alors se greffer à un projet existant. Et du coup, c'est ce que j'essaye de valoriser, c'est de proposer à tout le monde de venir travailler sur des projets quand ils en ont envie, tout simplement. Donc, du coup, on travaille vraiment avec tous les métiers, et on peut travailler sur des projets plus avant-gardistes. On a la problématique dans les centres de recherche où on a des contraintes de budget, on a des projets qui sont déjà en place, sur lesquels on a envie de travailler. Mais parfois, les doctorants me disent qu'ils ont envie d'aller un peu au-delà de ce qu'ils sont en train de faire dans les labos, où il y a beaucoup de contraintes. Pareil, en entreprise, il y a la vocation à sortir un produit à la fin du budget qui a été annoncé, mais parfois c'est difficile, on a envie d'aller plus loin. Et ben là, ce type de lieu permet de travailler sur des problématiques complètement nouvelles aussi, de sensibiliser les gens aux enjeux éthiques, et de travailler à son rythme. Moi, je le fais ça de manière complètement bénévole. Donc, ça nous permet vraiment Et il y a aussi le côté très important de la documentation. Le fait de travailler dans la culture do-it-yourself et maker, c'est que tout est documenté, tout est en libre accès, donc tout le monde peut se réapproprier les projets, y contribuer, l'améliorer, le hacker, en faire ce qu'il veut, quoi. J'en profite pour dire, je vous invite vraiment à aller voir les conférences de Greg Madison. J'en parle assez souvent parce que je suis extrêmement fan, parce que c'est vraiment un designer d'expérience à la base, donc un designer un peu qui fait à la base ce que je fais à travers des applications, ce genre de choses. Et lui, justement, je pense que c'est un des précurseurs, à vraiment montrer des exemples concrets de design, parce que c'est vrai que c'est très abstrait pour l'instant, on verra des cas un peu plus qui parlent un peu plus après. Mais voilà, il montre vraiment des cas réels de design, d'interface à travers de la réalité virtuelle, réalité augmentée, etc. Donc je vous invite vraiment à aller voir ces conférences et tout ce que fait Greg Madison. Greg Madison. Voilà, Greg Madison. Pour aller voir, vous allez trouver plein de choses. Il a un blog, etc. Je crois que Jean-Philippe, tu avais une question pour Romain. Oui, toutes ces expérimentations sont vraiment intéressantes, mais peuvent sembler un petit peu réservées à des initiés pour beaucoup de gens. Et en fait, moi, j'aimerais bien savoir comment on peut faire le lien vers des projets d'usage concrets pour les gens, en fait, et leurs usages de tous les jours, autrement que la queue connectée, par exemple, qui peut sembler comme ça un peu rigolo. Et je pense notamment aux entreprises qui ont des fois des idées pour développer des services ou des projets qui pourraient du coup exploiter ces technologies, mais qui ne savent même pas forcément que ça existe. Donc comment elles peuvent faire pour se mettre en lien avec les personnes qui sont plus dans la technique comme vous? Du coup, c'est ça qui est très riche dans notre écosystème, c'est qu'on a souvent des gens qui ont des idées de start-up, qui ont des moyens de le financer et qui ont envie de développer, par exemple, un casque spécifique. On en connaît beaucoup sur Paris qui travaillent sur la méditation, sur le contrôle du sommeil, sur du feedback, sur notre état de concentration tout au long de la journée. Et du coup, ils sont en manque de compétences ou même de lieux, et ils viennent nous voir et on travaille ensemble pour leur aider à finaliser leur projet. D'accord. Et tu as des exemples d'expérimentations qui ont abouti à un usage concret à Coglab ou alors ailleurs? Alors au Coglab, on est encore en train d'en mettre en place, on est encore assez jeune. Mais là, on a un bandeau connecté c'est une start-up qui fait ça à Paris, qui s'appelle Dream, qui va sortir un bandeau d'ici quelques mois, qui permet d'analyser son sommeil. On a comme un bandeau pour des sportifs qui ont des capteurs comme on peut avoir sur les casques qui sont présents ici, et qui vont nous aider à améliorer notre sommeil, à nous dire quand il faut nous réveiller, avoir la qualité du sommeil, avoir ce qu'on appelle du neurofeedback aussi. Voilà, c'est des exemples qu'on peut avoir. Et pour tout ça, évidemment, il y a des multi-compétences entre des chercheurs, entre des ingénieurs qui arrivent à coder ce genre d'expérience. On va regarder la dernière image, Tony, je pense, avant d'enchaîner. Et puis aussi des designers qui créent les interfaces pour comprendre, parce qu'évidemment,
quand on a les données brutes d'un casque EEG, c'est des datas, c'est des chiffres, c'est des courbes à la limite. Mais évidemment, c'est pas traductible, enfin, c'est pas compréhensible pour un utilisateur comme vous et moi. Et évidemment, il va falloir créer des expériences, éventuellement avoir du feedback. Tu parlais de neurofeedback, dire voilà comment je vis, voilà ce que j'entends, voilà comment mon cerveau fonctionne, voilà comment j'ai dormi, etc. Et comment je vais pouvoir changer ça, si j'ai envie de le maîtriser, de le modifier, de faire de la méditation, tu en parlais à l'instant, etc., etc. Et ça, je voulais aborder ce dernier point, et après on regardera d'autres images, c'est la question du neuromarketing. Moi, j'ai découvert ça il y a quelques années. Bon, c'est plus ancien, mais la question du neuromarketing, pour moi, elle est dangereuse, elle est hyper intéressante. Et pour traduire ça de façon très simple, c'est l'utilisation des techniques de neurosciences au profit du marketing. Donc le marketing, bon, j'en parlerai pas des heures, mais vous connaissez la mécanique et le fonctionnement du marketing. Et là, l'idée, c'est de se dire, voilà, comment est-ce qu'on va analyser des usages, des habitudes, des choses qui sont instinctives, des réflexes qui sont liés au cerveau, tout ce qui est dans le fonctionnement même de l'humain, pour ensuite lui faire acheter des choses, pour pouvoir lui faire comprendre qu'un produit est meilleur qu'un autre, etc., etc. Et là, on commence à avoir, et on va parler des questions éthiques, des problèmes éthiques entre des chercheurs ou des jeunes doctorants qui se font embaucher dans des boîtes de marketing pour utiliser leur savoir et leur savoir-faire au profit de ces techniques de neuromarketing. Donc là, tout à coup, on a une frontière qui devient poreuse entre les neurosciences qui existent maintenant depuis un bout de temps, entre les interfaces dont on parle pour améliorer l'expérience utilisateur, pour l'enrichir, pour la rendre peut-être nouvelle, etc. Et puis également des dérives qui vont manipuler les utilisateurs jusqu'à en faire des choses pour lesquelles l'utilisateur n'est pas forcément volontaire au départ. Est-ce que tu as quelques mots là-dessus, Romain ? Alors, tout à l'heure, je parlais de certains journalistes qui publient des articles qui sont parfois un petit peu faux. Donc, ce qu'on essaye de faire aussi, c'est de démontrer un petit peu ce qu'on appelle les neuromythes, les biais cognitifs. Il y a beaucoup de choses. Il y a encore même des films qui véhiculent, par exemple, le fait qu'on n'utilise que 10% de notre cerveau, ce qui n'est pas vrai du tout. Enfin, il y a encore beaucoup de choses qui sont qu'on cherche à démystifier en fait au niveau des sciences cognitives. On essaye de se battre contre ça. Donc, ça se fait à travers de rencontres, de meet-up, où on essaye d'expliquer comment tout ça fonctionne et aussi de rassurer les gens et aussi de les inclure aussi dans nos réflexions. On essaye de faire de la prospective sur tous ces enjeux. On parle beaucoup de choses comme le transhumanisme ou des choses comme ça. Et du coup, on essaie de réfléchir tous ensemble avec des citoyens, avec des chercheurs, avec des gens qui ont des compétences pour sensibiliser tout le monde à toutes ces problématiques. Et donc le neuromarketing, bien sûr, on fait partie. Il y a quand même des outils qui sont très avancés. On utilise souvent la technique la plus connue, c'est d'utiliser ce qu'on appelle de l'oculométrie, de l'eye tracking en anglais. Donc on est capable de voir de manière très précise où est-ce qu'on regarde sur un écran ou même quand on se promène dans un magasin en temps réel. On peut voir la dilatation de la pupille, donc ça veut dire qu'on a des émotions assez fortes ou des choses comme ça. Et du coup, les gens sont capables de cibler de manière très précise. Par exemple, sur une publicité, qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qu'il faut enlever, qu'est-ce qu'il faut ajouter. Donc du coup, tout ça, on l'étudie et on sensibilise les gens à ce genre de choses. Alors moi, par rapport à ça, j'ai toujours un peu cette impression qu'on parle d'un futur un petit peu... de là à ce qu'on ait vraiment des emplois comme ça à terme, je pense que c'est assez loin. Par contre, en ce moment, et depuis, ça fait quelques années maintenant, enfin peut-être une bonne année, où c'est l'explosion complète des objets connectés. Est-ce que tu penses que ça, c'est un petit peu le début, on rentre un petit peu dans ce truc où, par exemple, on a des bracelets, on a tout un tas de choses connectées, on a tout connecté, et qui nous donnent des données dans lesquelles, par exemple, moi, je design beaucoup de choses en ce moment pour des startups autour des objets connectés. Donc là, il y a un vrai truc concret où je design des choses qui sont liées à de la réalité, puisque c'est vraiment quelque chose qui est porté. Donc, est-ce que tu penses que ça, on n'est qu'au début et que les objets connectés, on rentre un petit peu dans tout ça? Parce que c'est... Ouais, complètement. Moi, je regardais beaucoup d'études sur tout ce qu'on appelle le quantified self, la mesure de soi. Donc là, on est dans une première phase où on a des objets connectés qui sont encore gros, qui analysent très mal les données. On a les problématiques de big data. Après, il y a tout ce qui est intelligence artificielle derrière, tout ce qui est machine learning, deep learning. Donc là, c'est tous des systèmes d'algorithmes qui vont pouvoir traiter toutes ces données pour pouvoir nous proposer des expériences utilisateurs beaucoup plus riches. Donc là, il y a le côté... comment on va transformer ces données en quelque chose de compréhensible par nous. On voit souvent les interfaces comme Siri et les autres assistants intelligents, où on est capable de parler de manière tout à fait normale avec nos appareils, nos téléphones, etc.
Et il y a aussi tout un ensemble de capteurs. Donc, tu évoques les bracelets connectés. On a des bracelets qui analysent l'activité musculaire. On a le maillot. On a les Google Glass, tout ce qui est réalité augmentée, virtuelle. Et après, il y a les casques qui commencent à émerger dans tout ce qui est analyse du cerveau avec les casques G, donc électroencéphalographie qui sont ici. Et du coup, pour moi, on va arriver vers des interfaces qui seront complètement multimodales. Aujourd'hui, on n'analyse qu'une donnée, etc. Mais pour moi, l'expérience la plus riche, c'est le stade où tous ces objets connectés vont être connectés ensemble, en fait, et vont nous restituer une expérience complètement nouvelle. Et du coup, ce sera aussi le rôle des designers de réimaginer ces expériences pour avoir quelque chose aussi... on parle d'informatique ubiquitaire, donc c'est l'informatique qui disparaît au détriment d'une expérience utilisateur améliorée. On se rend plus compte qu'on utilise de la technologie, elle fait partie intégrante de nos vies. Et après, il y a aussi tous les enjeux éthiques derrière qu'il faut développer. On parle souvent des problématiques des Google Glass parce qu'on peut filmer n'importe qui à son insu. Mais il y a aussi des réflexions à apporter de ce côté-là. Donc voilà, il y a vraiment beaucoup de choses à imaginer. Francis, tu voulais intervenir justement? Ouais, une petite remarque, je trouve ça assez marrant finalement que les gens, on peut vous parler de méditation, que les gens ont besoin de... il y a de plus en plus de gens qui font de la méditation justement pour se déconnecter et qui utilisent un objet connecté pour apprendre à se déconnecter. Et je trouve ça assez à la fois paradoxal, mais intéressant d'une certaine manière, quoi. Et c'est justement toute la question des neurosciences et d'utilisation des neurosciences dans le design, c'est que une des vertus du design, c'est de pouvoir se rapprocher des usages, c'est de pouvoir être parfois sans couture, être discret, et très souvent les choses qui sont très utilisables, très pratiques, on ne se rend même pas compte que derrière il y a un designer, que ça a été pensé, qu'il y a eu des années de travail, etc. Parfois c'est invisible. Alors nous évidemment on le sait, on adore quand il y a un truc qu'on n'a pas vu et qu'on se dit tiens, sur mon iPhone quand je slide il se passe un truc, c'est génial. Tony il aime bien quand les petites icônes bougent, mais il y a plein de gens pour qui c'est juste normal. Et en fait c'est ça aussi le paradoxe, c'est de se dire on crée des expériences numériques pour être plus proche de l'humain, pour qu'il oublie le numérique et pour qu'il puisse vivre son expérience, qu'elle soit connectée, déconnectée de façon transparente et presque même invisible. Et pour ça, en effet, il faut faire appel aux sciences cognitives, il faut faire appel à ce genre de matériaux, même d'outils, et il faut faire appel aussi à la connaissance du corps. Et quand on commence, et c'est là où on va parler de transhumanisme, quand on commence à mélanger la connaissance du corps, la connaissance des sciences du cerveau, la connaissance des techniques, de la programmation, et qu'on essaye de fusionner tout ça, donc on a un mélange entre un humain et un humain connecté, et un non-humain, mais juste un objet connecté, une interface, Internet, du numérique au sens large. Et donc, il y a comme un curseur entre un humain qui serait complètement déconnecté, voilà, et puis quelque chose une entité qui pense. Tony, par rapport je sais que ça te passionne, cette question de l'humain connecté, du transhumanisme. Moi, personnellement, ça me passionne, mais ça m'inquiète et ça me questionne beaucoup. Hier encore, on avait des débats sur est-ce que demain, on aura tous des lentilles connectées et je verrai vos avatars Twitter au-dessus de votre tête ou alors votre nombre de followers. Qu'est-ce que ça apporte? Est-ce que ça enrichit ma vie? Au contraire, est-ce que ça la diminue? Et est-ce que ça ne me déconnecte pas d'un certain univers qui serait autour de moi pour m'emmener vers un autre univers? Moi, avant ça, c'est ce qui... on regarde tous des séries ou des films, toujours un petit peu avant-gardistes, ils nous montrent un peu le futur, et on a Black toujours Mirror, ce truc un peu... pardon? Tu parlais de Black Mirror, notamment? Ouais, Black Mirror, qui est une super série justement d'anticipation et qui fait un peu flipper sur toutes ces utilisations liées à l'humain connecté. Il y a aussi Real Humans, qui est une très bonne série liée au transhumanisme et qui est très intéressante. Mais tout à l'heure, tu as parlé d'intelligence artificielle, et il y a quelque chose de très concret, je ne sais pas si vous avez vu ça, qui s'appelle The Grid. Alors, on n'a toujours pas eu le temps on n'a toujours pas pu le tester. The Grid, c'est un système qui est soi-disant là pour justement remplacer. On a toujours cette peur du robot qui va remplacer notre travail et notre présence et The Grid, c'est quelque chose qui va permettre au client d'aller qui veut un site internet. Le client veut un site internet, il va simplement se connecter sur The Grid. Alors c'est quelque chose qui existe, hein. Vous pouvez déjà je crois qu'il est, je crois que c'est sorti. On peut s'inscrire et tester. Mais je crois qu'il est sorti là, il me semble. Bref, mais pour info, je crois qu'ils avaient en bêta test, c'est-à-dire que pour simplement avoir accès à la bêta et donc tester simplement le truc avant qu'il sorte, ils ont vendu, c'était $90, et je crois qu'ils avaient plus de 30 000 personnes qui avaient acheté
le système simplement pour le tester alors qu'ils ne pouvaient rien voir et qu'il fallait mettre 90 $. Donc c'est assez hallucinant parce que ça fait vraiment, on voit que les gens se questionnent là-dessus. Et The Grid donc permet au client, simplement par rapport aux données qu'il va envoyer, de créer un site complètement par l'intelligence artificielle, c'est-à-dire qu'il va vraiment créer un template qui va vraiment s'adapter totalement à votre identité, votre contenu, tout ça va se créer automatiquement et va créer un site web à la place du designer. Donc ça, c'est quelque chose qui pourrait faire super peur aux designers parce qu'on se dit, mais donc c'est un robot en gros qui pique mon métier. Mais à la fois, moi, ça me passionne parce que je me dis, il y a vraiment ce truc de se dire, est-ce que l'intelligence artificielle va nous apporter à nous, en tant que designer par exemple. Est-ce que tu penses qu'il y a vraiment quelque chose, un lien qui va se faire entre le designer, l'intelligence artificielle? Est-ce qu'on va pouvoir travailler ensemble ou est-ce que ça va être un peu mon ennemi? C'est vraiment un truc... Ça dépend quelle approche tu prends. Pour moi, il y a toujours deux approches. À chaque fois qu'il y a une nouvelle technologie qui émerge, on peut l'utiliser de la bonne ou de la mauvaise façon. On entend souvent parler des grosses entreprises comme les GAFA ou les GAFAM maintenant, donc Google, Facebook, Amazon, etc., qui embauchent beaucoup de personnes, un peu toutes les têtes pensantes dans le monde, mais on ne sait pas trop ce qu'ils en font. Et, du coup, là, ça pose des problèmes. Et en parallèle, nous, ce qu'on essaye de faire, c'est justement de se réapproprier ces technologies et d'en parler avec tout le monde. Et du coup, de tester ce genre d'interface avec des designers. Si on en parle aux gens, si on essaye d'y réfléchir ensemble, moi, ça me semble beaucoup plus intéressant pour le coup. Et Tony, pendant que tu mets quelques images, je crois qu'on a Jean-Philippe qui veut intervenir. Oui, je comprends que toutes ces technologies fassent un petit peu peur, surtout quand on l'associe à Internet, au fait d'être un petit peu observé, etc. Et moi, je voudrais aussi parler de création. Au Walking Web, on est des designers, donc on travaille aussi dans ce domaine-là. Et il se trouve qu'à Nantes, c'est une ville qui a la chance de pouvoir associer la création et la technologie avec toutes les machines qui sont à côté de nous et l'éléphant là qui passe régulièrement. Quelle est la place justement de la création et qu'est-ce que ça peut apporter justement à toutes ces technologies nouvelles et en devenir? En fait, là, pour la création, ça me fait beaucoup penser à tout ce qu'on fait en art numérique. En fait, il y a aussi tout le travail des designers, mais aussi des artistes, qui nous permettent justement de montrer toutes les possibilités d'une nouvelle technologie et de développer un peu l'imagination des gens. Et du coup, on se réapproprie plus facilement les technologies par cet intermédiaire. Et du coup, pour moi, la création a toute sa place à avoir dans ce type de développement. Donc ça permettrait de le montrer d'une manière différente et de dire un que point de vue ce n'est pas complètement forcément différent quelque et parfois chose décalé aussi. qui va rendre nos vies horribles et surveillées, etc. Ouais. Donc là, ce qu'on voit juste derrière nous, c'est à la Paillasse, si je ne me trompe pas. Ouais. Et c'est pendant un événement à la Paillasse. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus? Alors là, en fait, il y a beaucoup d'événements. Il y a ce qu'on a en haut à gauche, c'est une démonstration qu'on faisait. Alors du coup, ce qu'on a aussi à la Fresco, c'est le musée des sciences cognitives, où on essaye de récupérer du matériel qui n'est plus utilisé, comme ce casque de recherche. Et du coup, on en fait une sorte de musée où on explique à quoi servaient ces technologies. Et à côté, on met des casques plus numériques et on montre aussi les évolutions qui se déroulent entre ces différentes technologies. Ensuite, en haut à droite, on est dans la pièce du FlyLab. Donc, c'est un labo qui travaille sur les drones, toujours à la Paillasse. Donc là, on essaye d'imaginer comment interfacer des drones avec des casques qui mesurent les ondes cérébrales. Donc on pourrait piloter éventuellement son drone sans rien faire, juste avec son cerveau. C'est ce qu'on essaye de faire, mais bon, il y a encore quand même beaucoup de chemin parce que la technologie n'est encore pas tout à fait mature. Ce qu'on voit par exemple dans les casques avec les oreilles ou la queue connectée, c'est souvent ce qu'on appelle le NeuroSky. C'est en fait un casque qui n'a qu'une électrode et le reste, l'électrode qui est devant, c'est l'analyse des muscles faciaux en fait. Et du coup, en fonction de nos muscles qui expriment beaucoup de choses sur nos visages, mais on ne s'en rend pas forcément compte, on arrive à avoir des interactions comme ça, on peut proposer des petites oreilles qui s'animent. Donc en fait, là, je viens de démonter un neuromythe, c'est que les casques ne sont encore pas si avancés qu'on le pense, et nous, on essaye de développer tout ça. Et même pour maîtriser un casque, il faut savoir qu'il faut le calibrer auparavant. Enfin, ouais. Il y a un temps de calibrage qui se fait, on ne peut pas le mettre et ça marche tout de suite. Il y a évidemment des choses. Je crois que Tony, tu peux nous montrer peut-être d'autres... je ne sais plus ce qu'on avait mis exactement dans les images. Tony qui vient d'avoir un Mac, rappelons-le. Voilà. Tu voulais nous montrer? Ouais, donc là, c'était un meet-up qu'on a fait pendant le Forum des sciences cognitives qu'on organise tous les ans à Paris, où là, on montrait, c'était un peu présenter nos initiatives autour de l'open science et de montrer comment on peut
contourner le modèle actuel des sciences cognitives qui est encore cantonné dans les laboratoires, qui est encore très méconnu du grand public ou mal connu. Et du coup, on essaye par ces intermédiaires d'expliquer tout ça. Moi, j'avais un truc lié plus à vraiment qu'est-ce que moi, en tant que designer, je vais pouvoir designer. Par exemple, je suis devant mon Mac, qu'est-ce que je peux faire, tu vois, pour faire avancer les choses. J'ai vraiment ce truc un peu de concret, quoi, parce que c'est ça que je trouve que quand on parle de tous ces sujets, on a du mal un peu à se représenter de qu'est-ce que je peux faire concrètement. Et il y a par exemple, je ne sais pas si tu as vu ça, dans l'Utah, comment on appelle ça, un parc d'attractions virtuel où donc les gens ont un casque. C'est quelque chose qui est prévu en plus pour, je crois, 2017. Donc c'est quelque chose qui est vraiment très proche. Et dans ce nouveau parc d'attractions, tous les murs sont blancs. Il y a des vrais objets, donc avec des fils qui pendent par exemple. Les gens ont des casques virtuels et du coup ils avancent dans ce parcours avec, ils ont un vrai fusil dans les mains, enfin, un vrai fusil en plastique, hein, mais en tout cas tout ce qu'ils vont voir qui va être affiché à travers ces murs blancs en fait est projeté à travers le casque. Et donc là on a un vrai truc concret, c'est-à-dire qu'il se passe vraiment quelque chose de virtuel et il y a quelque chose d'un projet tangible en gros où par exemple quand ils passent à travers les fils qui sont pourtant blancs, eh bien, c'est des fils qui ressemblent par exemple dans les fils Avatar qui sont des lumières. Est-ce que ça, tu penses que vraiment en tant que designer, c'est quelque chose que moi, sur lequel je vais pouvoir travailler par exemple? Parce que là, je suppose qu'il y a bien des designers qui ont travaillé sur tout ça. Est-ce que c'est des gens qui sont dans le jeu vidéo par exemple? Est-ce que tu penses que ça vraiment, c'est quelque chose que moi, je vais pouvoir faire dans quelques années, travailler avec des gens qui font ça? Oui, tout à fait. Du coup, tu as besoin de designers, tu as besoin de scénographie, tu as besoin de game designer pour mixer toutes ces compétences parce qu'on travaille sur des choses qui nous imprègnent de tous nos sens, de plein de technologies différentes. Et du coup, en fait, encore une fois, tu as un peu les corps de métier qui vont travailler ensemble. Et du coup, toi aussi, tu vas avoir des expériences super riches. Tu vas acquérir des notions de game design aussi. Enfin, du coup, ça va être des échanges aussi entre compétences, entre différents métiers qui sont super enrichissants. Il y avait un autre exemple aussi qui est sorti il n'y a pas longtemps, qui est assez hallucinant. Un mec qui a un casque de réalité, donc je crois que c'est l'Oculus, hein, et qui monte le Leap Motion, c'est-à-dire qu'il n'a même pas de gants. Il regarde ses mains. Pour rappeler rapidement, Oculus Rift, tout le monde voit ce que c'est, je pense. Leapmotion, c'est un petit device qu'on pose sur son ordinateur notamment et qui permet de capter le mouvement des mains, des doigts, etc. Ouais, alors on avait vu plein de vidéos, mais sauf que là, cette vidéo, elle est complètement hallucinante parce que vraiment, la personne voit ses mains vraiment, mais exactement comme dans la réalité, sauf que elle est augmentée cette réalité, puisqu'il va pouvoir afficher, par exemple, une interface. À un moment, on voit sur ses doigts, un petit peu à la Minority Report, on prend toujours cet exemple parce que c'est un des films qui nous a le plus marqué à ce niveau-là. Et donc, typiquement, ça, c'est une interface qu'il faut bien designer. Et ça, dans l'article, il disait que justement, ça manque énormément de designers qui sont capables d'imaginer. Et ça, par exemple, c'est un truc qui me passionne. Parce que c'est des trucs où je me dis à chaque fois dans les films un petit peu genre Iron Man, où quand on voit toutes ces interfaces, c'est quelque chose qui nous fait un peu rêver. Bon, même si je suppose que ça sert à rien, il y en a de partout. Et du coup, je pense que c'est inutilisable. Mais en tout cas, en tant que designer, c'est vraiment quelque chose qui me passionne. Donc, je pense que ça, il va vraiment avoir une explosion de demandes là-dedans. Là-dessus, il y a deux choses assez intéressantes. Il y a Josh Nimoy, c'est quelqu'un qui fait des interfaces pour le cinéma. Donc c'est un peu ce qu'on voit à la Minority Report. Minority Report, c'est Dal Erikstadt, qui est un designer américain, maintenant qui bosse aux États-Unis, qui avait réalisé cette interface de Minority Report que l'on connaît bien, une grande interface où on est debout, complètement inutilisable en termes d'ergonomie, où si on se tient debout devant cette interface au bout de un quart d'heure, et encore c'est sympa, on a mal au bras, on a mal au dos, la tête regarde partout, c'est très inefficace. Mais par contre, il y a beaucoup de designers qui travaillent pour faire de fausses interfaces, des interfaces avec plein de chiffres partout, etc., pour du cinéma, pour de la fiction, etc. Donc ça, c'est, on va dire, une partie qui fait partie, comme tu parlais, des mythes, de tous ces mythes et du fantasme de l'imagerie scientifique, de l'imagerie des sciences cognitives, de l'imagerie de la science-fiction, et c'est un peu aussi le titre de la conférence. Et ensuite, il y a le deuxième point, et ça serait plutôt un conseil que j'essaierai de donner de façon générale aux jeunes designers ou aux designers qui veulent aller dans ces univers-là, c'est de se rendre dans des labos, c'est d'aller parler avec des médecins, c'est d'aller parler avec des chercheurs. C'est que, voilà, bonjour, je viens de faire une terminale littéraire, et puis ensuite j'ai fait une école d'art, et je connais rien aux sciences et les mathématiques, ça me stresse, et ben je vais aller parler avec un médecin. Et tout à coup, je vais pouvoir créer des ponts et des passerelles hyper passionnantes, parce que pour moi aussi, une des postures du designer, c'est de ne rien savoir, c'est de se dire, voilà, j'arrive dans un endroit de recherche, et ils vont m'expliquer, je vais tout apprendre, et je vais essayer d'offrir une expérience pour un utilisateur. Et cet utilisateur,
peut-être qu'il sera expert, mais très souvent, il ne sera pas expert dans le domaine où peut-être il découvrira, comme le designer, l'interface, le projet, le support. Exemple, moi, je travaille souvent avec des chercheurs ou des laboratoires de recherche, et j'ai travaillé au commissariat de l'énergie atomique à Grenoble, par exemple. Et justement, j'avais des gens en blouse blanche avec la barbe qui n'avaient jamais vu un designer. Il m'appelait l'artiste, si vous voyez un peu. Je vais faire des couleurs et tout ça. Et j'étais ravi de les rencontrer parce que déjà, il a fallu faire un peu de pédagogie sur le métier, comment ça marche, etc. Et eux aussi, ils ont dû me faire de la pédagogie sur un électroaimant, le fonctionnement. Ils faisaient plein de trucs dans leur bureau, ils s'éclatent, hein, c'est génial au CEA. Et on a dû commencer à créer un dialogue entre des langages qui sont propres au monde du design, des technologies, de la création, etc. Donc vraiment commencer à trouver les bons mots pour leur expliquer. Et puis les langages de recherche, et eux de trouver ce juste milieu pour créer, et en l'occurrence le projet était de créer des interfaces pour le grand public, pour un showroom, pour expliquer ce qu'ils font, et que ce n'est pas que de la recherche théorique, mais c'est aussi de la recherche appliquée sur pas mal de projets, et de mettre ça dans les mains des gens. Et pour ça, on a besoin d'une part, que les chercheurs, que les labos, que les chercheurs en sciences cognitives, les neuroscientifiques, que les chercheurs en sciences, même tous les gens qui font de la sémio, etc., aillent chercher les designers, mais à l'inverse aussi, que les designers aillent franchir les portes des labos de recherche. Tout à l'heure, on parlait d'un cas concret aussi. Tu sais, quand on parlait du mur, des gens qui travaillent par exemple dans l'immobilier et qui viennent, on imagine un petit peu un immeuble qui aurait été, on aurait récupéré toutes les datas de cet immeuble avec qu'est-ce qu'il y avait dans les murs, par exemple des tuyaux, derrière les tuyaux, qu'est-ce qu'il y a, etc. Et plutôt que de faire un trou dans le mur pour savoir qu'est-ce qu'il y a derrière, eh bien, on peut imaginer que dans un avenir assez proche, on parlait de l'HoloLens, je crois que c'est ton frère qui a eu cette chance de le tester. Après, tu te donneras l'exemple aussi, tu sais, que tu m'as dit sur la médecine. Chirurgie. Et ce qui est vachement intéressant dans ce truc-là, c'est qu'on a les personnes qui sont en réunion, donc avec soit des lunettes augmentées ou des casques augmentés, et en fait qui voient les strates derrière le mur virtuellement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de casser le mur pour voir ce qu'il y a derrière et de dire, tiens, non, là, si on veut faire ça, on peut pas parce que virtuellement, je vois le tuyau qui s'affiche dans mes lunettes augmentées. Et ça, je trouve que c'est vraiment un truc concret et qu'il faut imaginer. Là aussi, il faut designer ça. Les datas qu'on a récupérées qui nous montrent cet immeuble, il faut bien visuellement les faire apparaître en fait, dans la réalité augmentée. Et en effet, pour l'instant, on est sur des applications métiers. Hein, voilà, comme je pense beaucoup au Google Glass, qui maintenant, vous savez, un peu l'évolution du projet des Google Glass, où c'est un petit peu arrêté, entre guillemets, pour pas dire complètement stoppé net. Hein. Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont des Google Glass dans la salle. Mais évidemment, il y a eu beaucoup d'applications plutôt métiers, orientées métiers. Tu parles pour le bâtiment, par exemple. En chirurgie, alors c'est assez passionnant. Tout simplement, on fait de l'IRM ou alors on fait du scanner en temps réel de ce qu'il y a dans la personne, ses organes, et après on le vidéoprojette sur le dos de la personne, par exemple. Et donc on sait exactement ses organes, à quel endroit ils se trouvent, s'ils se déplacent ou pas, etc. Et on sait exactement où inciser. Ça, c'est des choses qui sont hyper simples. On va dire c'est assez basique, hein, vidéoprojeter quelque chose sur de la peau, c'est vraiment un vidéoprojecteur, sauf qu'évidemment, ça a des applications métiers qui ont des conséquences assez fortes. Et donc là, on est dans la médecine, dans le bâtiment. Pour les sciences cognitives, on a cité beaucoup d'exemples. On peut arriver dans la pédagogie, par exemple. La pédagogie aussi. Je ne sais pas si c'est un exemple dont tu voudrais nous partager. Du coup, tu peux expliquer les principes de la mécanique, du corps humain, etc., en ayant vraiment des corps qui se décomposent, et on peut jouer avec les organes, voir quels sont les principes d'engrenage d'un appareil, par exemple. Il y a aussi tout ce qui est traitement avec les phobies. Quand on veut aller plus dans un domaine aussi médical, on arrive à traiter des phobies ou à avoir des effets où on essaye de tromper le cerveau. Par exemple, il y a des interfaces où la personne a l'impression de se promener de pièce en pièce, et en fait, elle tourne en rond, mais elle ne s'en rend pas compte du tout. Donc là, c'est des systèmes où on change un petit peu les décors, mais les personnes ne s'en rendent pas compte. Et, avec un casque de réalité virtuelle devant les yeux. Okay. Et ça, voilà, en effet, on peut tromper un peu le cerveau, notamment pour soigner. Et je citais l'exemple tout à l'heure de la notion du membre fantôme. Typiquement, quand quelqu'un a une main amputée, il y a quelque chose qui se fait en sciences cognitives, qui est de dire, voilà, cette personne ressent parfois comme si son poing était très, très, très serré, très fort, alors qu'elle n'a pas de main. Et donc, pour soigner ça, pour soulager cette douleur, tout simplement, on lui fait poser sa main qui est encore valide d'un côté, et puis la main amputée de l'autre côté, avec un miroir au milieu. Et en faisant ce geste avec sa main valide, et en imaginant ce geste, et en tout cas en le pensant très fort avec sa main qui n'existe plus, eh ben, ça va détendre ses douleurs. Donc on vient tromper le cerveau, ou en tout cas on vient le recabler, le réhabituer. Et ça, évidemment, c'est des techniques de recherche
d'un point de vue médical pour soigner, etc. Mais dans des questions métiers, et je pense à terme aussi, et là on parlait de futur tout à l'heure, dans des questions d'usage beaucoup plus grand public et des usages qui sont les nôtres au jour le jour, quoi. Francis, tu j'avais remarquer une question et une remarque. Je commence par la remarque. J'ai vu un reportage il n'y a pas longtemps sur l'utilisation d'outils comme l'Oculus, justement traités dans les thérapies cognitives et comportementales pour les phobies, justement, où il y a des gens atteints d'agoraphobie qui ne peuvent plus sortir de chez eux depuis pas mal d'années et qui ne peuvent pas finalement être traités chez un thérapeute ou dans un hôpital parce qu'ils ne peuvent pas sortir de chez eux. Et que le fait de les faire sortir de chez eux est tellement compliqué pour eux qu'ils se sont habitués à un environnement restreint, fait que cet outil, en fait, on l'amène chez eux. Et justement, comme l'agoraphobie, en fait, c'est le cerveau qui pense que le monde extérieur est un danger, ou la foule, ça dépend le type d'agoraphobie dont on souffre. L'outil permet, comme vous disiez, d'aller tromper le cerveau. Et ça, comme utilisation vraiment très directe, ça soigne vraiment. Enfin, moi, je l'ai vu vraiment réalisé. Ça soigne des gens qui n'étaient pas sortis de chez eux depuis 5-10 ans, quoi. Ce qui est assez phénoménal. Et cet outil, c'est la seule chose qui a permis parce qu'en fait, c'est limite de l'inconscient. C'est-à-dire qu'eux savent bien que c'est con de rester enfermé chez soi, mais ils peuvent rien y faire. Et dès qu'ils sortent, il y a un blocage. Et donc, c'était un côté thérapeutique sur lequel c'était utilisé, qui permettait aux gens de réapprendre, en restant chez eux, finalement, à sortir et à se réhabituer à un environnement qui peut paraître au premier abord dangereux pour le cerveau, quoi. Tout en sachant évidemment que même si j'ai un casque de réalité, même si on sait que c'est du faux, on en a conscience, on sait qu'on vient de mettre un casque, on est leurré, mais surtout on leurre le cerveau. Et c'est là où il y a une disjonction entre les deux. Mais dans ce genre de problématique, la personne sait elle-même qu'il n'y a rien de dangereux dehors, que la foule, c'est pas dangereux. La personne en est bien consciente. Mais on est sur des pathologies, en effet. Et j'avais... pardon. Vas-y. Je m'excuse. J'avais une question, vous parliez des Google Glass. Et du coup, avec des utilisations qui pouvaient être intéressantes dans les blocs opératoires ou des choses comme ça, qu'est-ce qui fait, finalement, si les utilisations peuvent être intéressantes, qu'est-ce qui pourrait expliquer notamment l'échec des Google Glass dans ces cas-là? Romain, est-ce que tu as un avis sur l'échec de Google Glass? Je dis juste qu'il nous reste environ 8 minutes. Je ne sais pas s'il y a encore d'autres images. Il y a peut-être des questions dans la salle. Donc j'invite à répondre à Francis. Et puis, déjà, je dirais le design, rien que d'avoir ce truc-là en permanence. Voilà. Je trouve ça déjà. Il y a peut-être des gens qui ont des Google Glass. Oui, mais je pense que ça fait vraiment partie un peu de l'échec, et surtout ce truc que tu disais tout à l'heure, lié à filmer tout le monde et ce truc de liberté, etc. Je pense que ça fait au final, la technologie est encore assez limitée, c'est qu'il y a un tout petit écran au coin de l'œil et du coup on est très très limité en termes d'interaction. Donc l'expérience n'est encore pas optimale pour pouvoir proposer des choses vraiment au grand public. Il y a beaucoup de projets qui vont beaucoup plus loin en lunettes connectées, donc qui sont sorte en fait de casques virtuels, mais qui mélangent ta vue réelle avec de la réalité non pas virtuelle mais augmentée, qui ont l'air beaucoup plus intéressantes, qui te permettent de vraiment voir plus loin que justement le petit écran des Google Glass, qui effectivement est loin d'être optimum, quoi. On me fait signe qu'il reste 5 minutes. Alors, Tony, est-ce qu'il y a d'autres photos que tu voulais passer? Je ne sais pas, il y a des questions ou pas? Est-ce qu'on a des questions? Bon, on va prendre directement les questions. Je ne sais même pas si on peut. Alors, on a des questions. On a quelqu'un qui a un micro. Alors, je vais donner mon micro, je pense, c'est ça. Hop. Bonjour. Je voulais... petite remarque et puis question aussi. L'analyse... après le repas, je suis un peu fatigué. Au niveau art, l'utilisation de EEG, ça se faisait dans les années 60 par Alvin Lucier. Ensuite, l'utilisation des nouvelles technologies, ça découle un peu de l'esthétique cyberpunk des années 80, mi-80, avec William Gibson, avec des artistes comme Stellark. Pourquoi on ne s'en inquiète que maintenant? Ensuite, le neuromarketing, marketing lié à l'émotion, ça se fait déjà au niveau du traitement dérivatif des flux de données, d'objets connectés comme le clavier ou la souris. Pourquoi on n'en parle pas? Et donc monsieur qui a bossé au CEA et pas sans savoir qu'il
il y a le collectif Pièces et Main d'œuvre qui a réussi à faire des choses marrantes en art numérique par rapport à la municipalité de Grenoble. Et je voulais savoir en fait comment on combinait au-delà des marchés des marchés civils comme la médecine ou des choses comme ça, on arrivait à associer une démarche DIY un peu hacker avec le monde de la boîte, de l'entreprise et de la levée de fonds. En fait, c'est ce qu'on fait à la Paillasse depuis plus d'1 an maintenant. Quand on a des lieux neutres, on travaille de plus en plus en partenariat avec des startups, des écoles, mais aussi des entreprises. Il y a des partenariats qui se font. Par exemple, on a au niveau de la biologie un partenariat qui est en train de se faire avec Roche, qui permet de développer de nouvelles molécules ou de nouvelles choses, mais dans une thématique qui est complètement open source. On arrive dans un monde où le monde des brevets est un petit peu en train de changer. Le monde du monde scientifique, au début, c'était difficile de trouver des articles, des thèses, etc. Maintenant, on est dans l'open source, l'open access. Donc, les articles sont disponibles gratuitement pour tout le monde. Donc, il y a vraiment toutes ces choses qui sont en train de changer. Il y a de plus en plus d'entreprises qui sont en train de monter des Fab Labs en interne. Il y a les accélérateurs qui sont en train d'avoir des Fab Labs et la partie un petit peu start-up. Il y a de plus en plus de gens qui ont envie de faire des hackathons. On fait souvent des hackathons avec, par exemple, l'EtaLab, qui est l'organisme Open Data du gouvernement. Il y a une semaine, on faisait un hackathon avec la Maïf, qui est une banque. Donc là aussi, c'est une nouvelle typologie d'organisation et d'entreprise sont en train de changer, de se rendre compte qu'il y a d'autres façons de faire. Et il y a ces frontières entre les parties institutions, entreprises, laboratoires sont en train de s'effriter et tout le monde retravaille un petit peu ensemble. Et ce qui est intéressant, c'est en train de se faire en ce moment, on y assiste, l'open science, etc. Il y a beaucoup de notions que vous évoquiez justement dans les années 70, 60, même encore auparavant, mais on assiste à des changements de paradigme. Et le fait d'inviter aussi sur scène des professionnels du design, c'est parce que ça vient impacter des métiers qui ne sont pas forcément des métiers de l'ingénieur ou des métiers de la recherche ou des métiers des sciences, mais aussi des métiers qui sont dans la création, dans la communication et qui vont toucher le grand public de façon beaucoup plus rapide. Est-ce qu'il y a d'autres questions, je crois ? J'ajouterais aussi qu'il y a le savoir et les technologies qui sont en train d'évoluer et du coup, par rapport à ce qu'on a eu à l'époque du cyberpunk, on peut aller un peu plus loin dans ce qui y avait à l'époque en fait. Il y a une question tout au fond, ça va pas être simple. Tout au fond, je ne vois pas. Allez-y, j'ai un micro si vous voulez. Et moi, je rajoute un petit truc, c'est que c'est très dur à chaque fois, nous, d'expliquer l'expérience utilisateur. On essaye toujours de parler de ça, parce que c'est pour nous super important à travers des applications, des services web, etc. Je trouve que là, le fait de parler de réalité augmentée, où il y a vraiment quelque chose de tangible, avec un rapport à la réalité, là, de parler d'expérience utilisateur, je trouve que c'est beaucoup plus simple de comprendre que le designer, il doit vraiment faire quelque chose qui va interagir entre le réel et le numérique. Je trouve que ça apporte ça. Le designer, je pense qu'il va vraiment être poussé encore plus à prendre l'importance de l'expérience utilisateur. Ouais, je vais faire assez vite. Est-ce que vous voyez des domaines d'application surprenants où le mélange et la rencontre entre UX et sciences cognitives n'est pas attendu et qui apparaissent, je veux dire, en dehors de la pédagogie, le handicap et les applications de métier où on a besoin de cette demain? Est-ce que vous voyez d'autres domaines inattendus? Il y a une startup que j'aime beaucoup qui s'appelle Meiso, qui fait un cocon d'isolation sensorielle. Et du coup, tu es complètement... on ferme tous tes sens, en fait. Tu n'as plus aucune notion de ton environnement extérieur. Tu n'entends plus aucun bruit. Tu es complètement plongé dans le noir. Et tu es dans une eau qui est salée et du coup, tu flottes. Et du coup, tu perds vraiment tous tes repères. Et à partir de là, on peut amener des expériences avec des casques EEG et d'autres types de technologies qui nous permettent de faire de la relaxation, des veilles éveillées. Après, on peut avoir des expériences avec des designers, des expériences musicales qui sont un petit peu particulières, etc. Donc il y a ce type d'interaction que j'aime beaucoup, qui est, je pense, c'est un bon exemple. Et qu'on peut tester d'ailleurs à la Paillasse également, si je me tout à fait. Il est l'heure. Je vous remercie énormément pour votre attention, pour vos questions. Et puis je remercie tous nos intervenants et Romain particulièrement. Merci beaucoup.